On va parler de Jordan Bardella. Jordan Bardella a fait un passage sur France 2 pour une grande entrevue, un grand truc chez Léa Salamé. Il est revenu sur pas mal de questions et de sujets intéressants. Et on va revenir sur la réponse qu'il a donnée à Bali Bagayoko. Vous savez, quand ce dernier avait dit que non, il ne reconnaissait pas Jordan Bardella comme étant un habitant de Saint-Denis. Eh oui, on se demande pourquoi. Parce que du coup, selon Bali Bagayoko, je pense que quelqu'un comme Bardella, ce n'est pas un habitant de Saint-Denis. Ça ne représente pas la population de Saint-Denis. Donc du coup, Bardella lui a répondu. Et vous allez voir que la réponse, elle est plutôt intéressante, les amis. Et merde, je sais pas pourquoi ça s'est pas lancé. Pourquoi j'ai pas mon truc ? Donc on va regarder du coup la réponse de Jordan Bardella à la petite pique que lui a lancé notre cher Bali Bagayoko. Bali Bagayoko qui avait dit donc ceci, je vous remets le passage pour vous rafraîchir un peu la mémoire. C'est un enfant de chez vous, samedi, Jordan Bardella? Il se dit oui. Il se dit Gabriel Péry, mais nous ne le reconnaissons pas comme étant dionysien. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est un Voilà, je lui mets mon slip sur la tête en plus, c'est parfait. Je sais pas si vous avez bien entendu parce que j'avais baissé le son. Attendez, je regarde, je fais un test. Clivant quand même. Ouais, je pense que vous avez entendu. Bref, en tout cas, il ne le reconnaît pas comme étant un habitant de Saint-Denis. Eh bien, notre cher Bardella lui a répondu d'une manière assez rigolote, puisqu'il l'accuse. C'est quand même, il faut se rendre compte, d'accord, qu'on est dans une époque où le Rassemblement National, du coup le nouveau nom du Front National, etc., quand même, le parti le plus diabolisé, je pense, de l'histoire de la Ve République, arrive quand même, on est dans cette époque où ils arrivent à critiquer les autres pour ce qu'on leur reproche depuis des années, c'est-à-dire l'intolérance, etc. Puisque Jordan Bardella a qualifié les propos de Bali Bagayoko comme étant tout simplement comme servant à promouvoir l'exclusion et l'intolérance, puisqu'il lui dit: le maire de Saint-Denis fait la tournée des plateaux depuis 1 mois pour dénoncer le racisme, mais il est le premier à promouvoir l'exclusion et l'intolérance. Manifestement, les enfants d'immigrés italiens ne font pas partie de la Nouvelle-France. Ah oui, bah oui, vous êtes trop blanc. Eh oui, tu es trop blanc, mon petit Jordi. Bref, on va regarder maintenant les extraits de son passage sur France 2. Attendez, avant j'avais une info, je crois. Oui, j'avais 2 infos sur le RN. Je vais vous les mettre ici, comme ça c'est intéressant. Vous le savez que la dernière fois, il y a eu le RN qui a déjeuné avec le MEDEF. Donc c'est le mouvement des entreprises de France. Le truc avec tous les grands patrons, etc. Eh bien apparemment, ça s'est un peu mal passé, ce repas. Puisque selon l'Obs et le Nouvel Observateur, la leader du RN, accompagnée de 2 proches, François Durvy et Ambroise de Rancourt, est restée dans un discours général sans véritable échange. Eux, des libéraux, l'ont trouvé furieusement étatiste, répondant l'État et l'État à chaque interrogation. Affable tout de même. Mais sur la réduction des déficits, le financement de la protection sociale, les retraites, la compétitivité, beaucoup de questions sont restées sans réponse. Donc ce fameux repas, c'est pas si bien passé que ça. Et l'autre truc, c'est qu'apparemment le RN a rencontré des responsables américains. Ils n'ont pas du tout été convaincus par le RN. Ça fait un peu écho à ce qui était mentionné sur le RN dans les dossiers Epstein, vous savez, où on apprenait qu'en fait Marine Le Pen avait eu une entrevue, je crois que c'était Louis Alliot, donc le mari de Marine Le Pen, avait eu une entrevue avec Steve Bannon ou un truc comme ça, un proche de Steve Bannon, et apparemment ils étaient passés un peu pour des cons, le RN. Et bien là c'est exactement la même chose, c'est très curieux, puisqu'on apprend que des responsables américains ont rencontré Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ils se disent peu convaincus par les propositions du parti d'extrême droite pour réduire le déficit, attirer les investissements américains et relancer l'économie française. Donc oui. En économie, ils ont quand même quelques problèmes, le RN, n'est-ce pas? Bref, on peut maintenant passer aux prises de parole de Jordan Bardella sur le plateau de Léa Salamé sur France 2. On va écouter. Bienvenue sur le plateau du 20h. Le gouvernement envisage donc de plafonner les marges des stations-service pour répondre à la flambée des prix du carburant. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? L'idée est dérisoire sur le papier, c'est pas ça qui va rendre du pouvoir d'achat aux Français dans un contexte où des millions de nos compatriotes, des millions d'automobilistes, et je pense à ceux qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, à nos infirmières libérales, à nos routiers, à nos pêcheurs, aux familles françaises qui
qui aujourd'hui sont contraintes de limiter les déplacements ou de ne pas partir en vacances, comme ça a été le cas ces derniers jours, n'aura évidemment aucun impact. Il faut baisser les taxes sur le carburant. Il est faux d'affirmer que l'essentiel des hausses des prix à la pompe provient immédiatement de la hausse de la matière brute. Il y a 55% de taxes sur le carburant. Et quand on regarde aujourd'hui autour de nous, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, la Pologne, toutes les grandes économies de l'Union européenne baissent les taxes. Donc je demande au gouvernement une baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, c'est 25 centimes qu'on va rendre en pouvoir d'achat, et de baisser la TICPE, qui est une taxe importante sur le carburant, qui est aussi payée par les entreprises, de 16 centimes, qui est l'exact montant qui a été rehaussé par Emmanuel Macron et Édouard Philippe sous le précédent mandat. Ce qui est intéressant, c'est que là, il parle de ça, du carburant et tout, mais à côté de ça, tous les autres pays européens peuvent baisser parce que ils ont beaucoup moins de taxes qu'en France. Ça, c'est une réalité aussi. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la vidéo que j'avais fait sur le carburant, où on apprenait le surplus à plus de 270 millions d'euros que l'État a généré au mois de mars 2026 par rapport à N-1, donc mois de mars 2025. Ils ont généré autant de surplus grâce uniquement quasiment au carburant. C'est-à-dire que le carburant qui a augmenté en flèche fait augmenter derrière, via la TVA et via toutes les autres taxes, les revenus que se met l'État dans la poche. Il parle de 55%, c'est plutôt 58%, il me semble, de mémoire, et c'est 58%. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que quand vous payez l'essence à 2 euros, en fait, dans les 2 euros, vous avez 1,17 € qui va à l'État. Et le reste, c'est dispatché entre le supermarché qui est à la station essence, donc le fournisseur de la station essence, les raffineurs, les transporteurs, etc. Tout est dispatché après. Mais l'État se sert à 58%. C'est exactement comme pour les paquets de clopes. Voilà. Donc c'est le même délire. Bref, c'est absolument fou. Mais oui, il faut réduire les taxes. En revanche, le Front National, enfin le RN, quand ils parlent d'économie et tout, ils n'ont pas vraiment comme envie de réduire les taxes. Alors là, je pense que dans un cas comme ça, peut-être qu'ils auraient agi, mais une fois aux manettes, je sais pas vraiment, en fait. C'est ça. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal à être convaincu par la politique économique du RN. Évidemment que je vais voter pour eux, etc. Mais c'est vrai que moi, leur côté sur l'économie, enfin leur point sur l'économie, ça me fait quand même relativement peur quand on voit que les nouvelles taxes qu'ils veulent instaurer via Jean-Philippe Tanguy, le maintien de tous les postes de fonctionnaires, etc. En fait, on va continuer dans cet état obèse. Cet état obèse ne fera peut-être plus rentrer de migrants, peut-être, ça c'est déjà un très bon point, mais il sera toujours obèse en fait de l'intérieur, et ça c'est absolument fou. Bref, on va passer au deuxième point, si vous le voulez bien, ici, sur encore les taxes. Et ça coûterait combien, ça? Ah oui, d'accord, c'est la suite, pardon, my bad, c'est la suite. Jordan Bardella, si on baisse ces deux taxes, ça coûterait combien? Et est-ce qu'on a les moyens de se passer de plusieurs milliards d'euros? Parce que si on les baisse sur un an, c'est en gros 12 milliards d'euros. Est-ce qu'on a les moyens de se passer de ça? Vous allez même plus loin, vous citez l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, ils vont pas aussi loin que vous, alors qu'eux, ils les ont, les 12 milliards. Nous, on les a pas. En tout cas, ils ont montré qu'on pouvait baisser la fiscalité sur le carburant pour soulager la facture d'énergie de nos compatriotes. D'abord, moi, ce que je rends, et ce que nous rendons en termes de pouvoir d'achat aux Français avec ces mesures, c'est globalement 25 € par plein d'essence sur un plein d'environ 50 litres. Je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses en perspective. 15 milliards d'euros, qui est la totalité de la baisse de taxes que nous proposons, c'est 1% de l'ensemble de la dépense publique. 1600 milliards d'euros de dépenses publiques et l'argent dépensé par l'État. Madame, on demande... On peut toujours faire des rapports... Madame, 12 milliards, on les a pas. Si, madame, on Laurent demande... Wauquiez, Voilà, l'argument des gauchistes. Ah mais 12 milliards, on les a pas. Tu sais, tu fais quelques coupes, tu les récupères très très vite, tes 12 milliards. Mais très très vite. Il a répondu, il a dit c'est 15 milliards, on les a pas. Et Laurent Wauquiez dit c'est une catastrophe. Ils les ont pas parce que déjà, toi, ma cruche de Léa Salamé, tu coûtes cher de ouf aux contribuables, d'accord? Parce que toi, tu pompes déjà l'argent des contribuables. Donc c'est à cause des gens comme toi déjà qu'on gaspille. C'est une partie de ces 12 milliards qu'il nous faut. Eh oui. Catastrophe économique. Tous les jours, on demande aux Français de se serrer la ceinture. Et on vient nous expliquer que dans le contexte actuel, l'État est incapable de faire à peine 1% d'économie sur son fonctionnement, alors qu'il crée chaque année de nouvelles recettes, sur l'immigration, qui est toujours plus nombreuse dans notre pays, sur l'augmentation,
de 6 milliards cette année de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, sur le coût inutile des éoliennes, alors que la production d'électricité diminue en France et qu'on devrait relancer la filière nucléaire, sur le coût de la bureaucratie d'État et de ses agences publiques. Croyez-moi, madame, de la mauvaise dépense publique, des gaspillages d'argent public, de l'argent qui est prélevé par l'État sur la France du travail, dans un pays qui est le pays qui norme le plus, qui taxe le plus, c'est insupportable. Et beaucoup de nos compatriotes se demandent où passe l'argent. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que plutôt que d'augmenter la facture de l'immigration chaque année, plutôt que d'augmenter le coût de l'Union européenne, on ne ferait pas mieux de baisser la fiscalité, parce qu'on va aussi créer un choc de consommation. Et donc moi j'appelle à ces mesures d'urgence, parce qu'aujourd'hui les Français n'arrivent plus à se déplacer, ils n'arrivent plus à utiliser leur véhicule. Et moi je pense aux millions de Français qui sont dans une détresse insoutenable ce soir. Et je veux leur dire que si demain nous arrivons à la tête du pays, non seulement nous leur rendrons leur argent, nous ferons le ménage dans la mauvaise dépense publique, mais nous défendrons bec et ongle leur pouvoir d'achat. Très intéressant, très intéressant, mais moi j'attends les actes concrets une fois qu'ils arriveront au pouvoir, s'ils y arrivent, puisque je suis quand même, comme je vous l'ai dit, très frileux sur le côté économique du RN. Ici on a un autre truc intéressant autour justement de l'Iran, etc. Une question sur la guerre au Moyen-Orient, puisqu'on en est là à cause de la guerre au Moyen-Orient. On en est à la 6e semaine de guerre lancée par Donald Trump. Le détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Le régime iranien est toujours en place. Il n'est pas tombé. Vous aviez salué lors de la réélection de Donald Trump en 2024, je vous cite, un grand vent de liberté et de fierté nationale qui souffle sur nos démocraties. Vous le voyez là, le vent de liberté qui souffle en ce moment. Est-ce que vous comprenez il souffle bien là, nickel. Ce que fait Donald Trump? Alors, si vous me le permettez, la phrase avait quand même une suite. Et j'indiquais que c'était un vent de liberté qui soufflait sur l'Amérique, mais que ce qui était bon pour les intérêts américains, et je l'ai affirmé dès l'élection de Trump au Parlement européen, serait très mauvais pour les économies européennes, et notamment pour la France. Vous vous souvenez que nous sommes opposés à l'accord commercial qui a été l'accord de reddition qui a été signé par la présidente de la Commission européenne avec les États-Unis l'été dernier, qui nous obligeait à acheter 700 milliards de dollars Ça, c'était un truc, on en avait parlé en vidéo, c'était une catastrophe. C'est vraiment la soumission la plus totale aux Américains, au secours. Achat énergétique. Donc, on voit bien que les objectifs de guerre aujourd'hui du président Trump sont totalement erratiques. Et personne n'est capable aujourd'hui de dire quelle est la cohérence, quelle est la colonne vertébrale idéologique de cette guerre qui est menée et dont on ne voit pas le bout. Donc Emmanuel Macron a la bonne position de dire c'est pas notre guerre, on rentre pas dedans? Moi, je regarde et les intérêts français sont notre seule boussole. Quels sont les intérêts de la France ? La France doit permettre à ses ressortissants de pouvoir continuer à œuvrer dans la région en sécurité. La France doit porter une assistance à l'ensemble de ses alliés. Nous avons des partenariats de sécurité que nous devons honorer. Je pense aux Émirats arabes unis. Je pense à la situation extrêmement préoccupante au Liban, où près de 20% de la population est aujourd'hui déplacée et subit cette guerre en raison de la place considérable que prend le Hezbollah dans la société libanaise. Et je pense que Oui, et puis des intérêts de ceux qui sont en dessous, ceux qui sont juste en dessous du Liban, qui font des trucs très bizarres au Liban, d'accord? Je peux même pas en parler en fait sur YouTube tellement il y a des actes chelous, mais voilà. Rôle de la France est d'œuvrer dans la limite de ce que peut faire la diplomatie française, mais avec force et fermeté, à la réouverture du détroit d'Ormuz. Et on voit que cette intervention américaine, elle a des conséquences qui sont cataclysmiques pour notre économie, pour notre système énergétique. Et donc, demain, nous devons redonner à la France les moyens de sa souveraineté, les moyens de son indépendance énergétique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes des partisans de la puissance et des partisans du nucléaire en matière notamment énergétique pour ne pas dépendre de nos voisins, même si en matière d'hydrocarbures, c'est vrai que nous sommes extrêmement dépendants des marchés d'Ormuz, bien sûr. Et oui, on est très très dépendant de ça, même si on pourrait exploiter aussi une partie de ce qu'on a en Guyane et compagnie. N'est-ce pas? Merci Nicolas Hulot de nous avoir mis un doigt dans le cul. On a quoi d'autre ici sur... justement, ça peut être intéressant, son point de vue, parce que tout ça je découvre, j'ai pas encore écouté avec vous. Enfin, j'ai pas encore écouté, je veux dire, avant de le faire avec vous. Ici, du coup, on va découvrir un peu son avis sur les élections en Pologne. On va voir un peu ce qu'il va nous dire. Dimanche dernier, votre grand allié européen, Viktor Orban, a largement été défait en Hongrie. Marine Le Pen était allée le voir pour le soutenir il y a 3 semaines en parlant d'un ami, un allié, un visionnaire, et en expliquant qu'une défaite d'Orban serait un frein à la stratégie du RN en Europe. C'est ce qu'elle disait elle-même. C'est donc une mauvaise nouvelle pour vous, pour les valeurs que vous portez, cette défaite large, lourde de Viktor Orban.
D'abord, le peuple hongrois s'est exprimé. Il faut respecter le choix des Hongrois qui ont choisi un nouveau Premier ministre qui représentera les intérêts de la Hongrie au sein de l'Union européenne et qui est en fait un compagnon de route de Viktor Orban puisqu'ils ont travaillé pendant très longtemps dans le même parti politique et que peu ou prou sur le fond des idées, sur le fond de la ligne politique. Je crois qu'il a travaillé pendant plus de 20 ans aux côtés d'Orban. Hein. Et donc du coup pendant les 16 ans de mandat d'Orban, il était là. Il s'est barré il y a 2 ans pour des divergences stratégiques, mais en fait, il a fait un discours récemment là où t'avais l'impression d'entendre Orban. Justement, il avait une politique très ferme sur l'Union européenne, très ferme sur l'Ukraine, très ferme sur l'immigration. Et c'est là où je me dis, ça se trouve, imaginez que ce soit une espèce de petite taquia qui nous est faite ou une espèce de petite manipulation. Orban s'en va, lui peut-être de son côté, il voulait être tranquille ou je ne sais quoi niveau politique. Du côté du visu, il dit que non, mais en termes de politique, il voulait peut-être être tranquille. Derrière, et du coup il se fait remplacer par un mec soi-disant opposant et tout, en fait qui est quasiment son clone, mais avec 20 ans de moins que lui, quoi. Hein, un mec beaucoup plus jeune, etc. C'est très bizarre, en fait c'est très curieux, parce que les européistes, style Van der Leyen, Macron, Starmer, tous ceux que vous pensez hein, du côté de l'extrême centre européen, se sont réjouis de l'élection de Peter Magyar. Le truc, c'est qu'après, lui, il a tenu un discours où il fermait continuellement les frontières, exactement dans la même ligne qu'Orban. Il était très sceptique vis-à-vis de l'Union européenne, tout comme Orban, et il ne voulait pas du tout donner de sous ni intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, tout comme Orban. Et du coup, on s'est dit, hein, c'est bizarre. Moi, j'étais en mode, bon, vu qui se réjouit de lui, de sa victoire, c'est curieux, mais en fait, le mec a une ligne très très à droite. Donc c'est très étrange. Je sais pas, il faudra voir un peu sur le long terme, voir un peu comment se déroule tout ça, parce que c'est très curieux. Et même au sein de notre camp, je veux dire, on est quand même très... On a un regard bizarre sur l'Ukraine. En fait, on sait pas si c'est un mec qui est à droite, si c'est un mec qui est plutôt centre-droit. Hein, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Donc l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, c'est intéressant d'avoir l'avis de Jordan Bardella là-dessus. Ils défendent des grandes idées qui sont assez proches. Bien sûr que nous souhaitions la victoire de Viktor Orban, pas pour nous, mais parce que Viktor Orban contribuait à remettre en cause les politiques de l'Union européenne qui sont néfastes, notamment en matière... Ça, c'est un peu bancal ce qu'il dit. Hein, c'est quand même un député européen. Économique, la multiplication des normes qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises françaises et sur l'économie française, elle provient de la Commission européenne. Et c'est vrai que nous souhaitons demain, à la tête du pays, travailler avec l'ensemble des gouvernements. Je pense aussi à l'Italie de Giorgia Meloni, qui souhaite une Europe basée sur les coopérations entre États, la croissance, la puissance et la protection de nos frontières. Intéressant. On a quoi d'autre ici blablabla. Ok, on va écouter ça. Jordan Bardella, Viktor Orban, il assumait aussi sa proximité avec Vladimir Poutine. Il avait bloqué un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. J'aime bien le titre de France TV, c'est marqué Viktor Orban battu, le RN perd un allié. Ah, c'est pas du tout biaisé, hein, le service public. Voter contre ce prêt au Parlement européen. Vous votez en général contre les aides aux Ukrainiens. Vous l'avez fait à plusieurs reprises, en juillet 2024, en mars 2025, encore en février 2026. À chaque fois que l'Union européenne veut intensifier son aide à l'Ukraine, vous votez contre. Vous l'assumez. Pas d'argent aux Ukrainiens ? Non, d'abord... Pas d'argent aux Ukrainiens et qu'ils aillent se faire foutre, tout simplement. C'est triste pour la population, mais... qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? On n'a pas, encore une fois, à gérer ces conflits-là. On a cherché la petite bête en jouant avec la Russie. Quand la Russie se rapproche, on pleure. Voilà, et on va gaspiller notre argent dans un pays qui est putain de corrompu, l'un des pays les plus corrompus du monde. Ouais, non, c'est mort en fait. J'ai rien à foutre. Nous avons toujours indiqué que nous condamnions avec la plus grande force et la plus grande fermeté la violation de la souveraineté territoriale de l'Ukraine par la Russie. Je l'ai dit, la Russie, et c'est peut-être la différence d'approche que j'ai avec un certain nombre de pays d'Europe centrale, est aujourd'hui une menace multidimensionnelle pour les intérêts européens. Et on voit la façon dont Vladimir Poutine, par l'augmentation des revenus qu'il tire des exportations d'hydrocarbures, tire profit de l'intervention américaine en Iran. Il en est peut-être d'ailleurs l'un des seuls profiteurs et l'un des seuls bénéficiaires. Pourquoi est-ce que je me suis opposé à ce prêt ? Ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques minutes. On vient expliquer aux Français qui sont pris à la gorge aujourd'hui
qu'il n'y a plus d'argent pour leur pouvoir d'achat, qu'il n'y a plus d'argent pour construire des hôpitaux, qu'il n'y a plus d'argent pour des services publics qui fonctionnent. Mais comme par magie, on a trouvé 18 milliards d'euros pour la France, avec les pays qui ne veulent pas contribuer. 90 milliards, c'est le prêt européen, c'est 18 milliards pour la France. On retrouve donc spontanément de l'argent que l'on envoie à l'Ukraine. Qui se battent pour nos frontières également, qui se battent face à la Russie, on n'a pas les moyens de les aider. C'est ça que vous dites, vous assumez. Mais on a provoqué cette guerre en fait, donc je vois pas pourquoi nous, qui n'avons jamais voulu de cette guerre, on doit subir les provocations qu'a fait l'Europe vis-à-vis de la Russie et donc qui ont mené à cette guerre en fait. C'est même si tout n'est pas binaire, hein, bien évidemment, mais l'Europe, hein, les institutions européennes et compagnie, et les hauts responsables européens sont quand même assez responsables de cette guerre en Ukraine. Donc je vois pas pourquoi on devrait pomper le fric de tous les contribuables européens pour ça, en fait. J'en ai rien à faire. Chacun se démerde dans son pays, et c'est tout, en fait. On n'a pas à faire, à subir le déclenchement de guerre de nos élites. Enfin, c'est mort, en fait. Tu mets clairement ça, vous dites, on est prêt à la gorge, on peut pas les aider. Non, je pense que la France doit apporter un soutien défensif à l'Ukraine. Nous avons des partenariats de sécurité à l'est de l'Europe, notamment des missions OTAN. Nous assurons la sécurité aérienne d'un certain nombre de pays qui sont frontaliers de la Russie. Et la France, si demain nous sommes à la tête du pays, continuera d'honorer ces partenariats. Mais cette guerre, elle dure depuis 2022. Elle a fait des dizaines de milliers de victimes et la priorité n'est pas de financer la guerre, elle est d'organiser un cessez-le-feu, elle est de permettre à l'Ukraine d'avoir des garanties de sécurité et elle est de permettre aussi à la France Peut-être à enlever la corruption en Ukraine aussi, ce serait peut-être intéressant. Hein. De retrouver une indépendance sur le plan diplomatique, militaire, et ce seront les grandes lignes que nous défendrons lors de la campagne présidentielle. Mais vous voyez, je viens déjà de vous trouver 18 milliards d'euros, donc je pense que lorsqu'on veut rendre aux Français les fruits de leur argent, on peut le faire. Non, c'est de l'argent qui n'est pas donné et qui ne sera, madame, jamais remboursé. Donc elle pense qu'on prend l'argent aux Ukrainiens. Ah oui, très bien. Aux Ukrainiens, on leur prend rien du tout. D'accord ? On leur prend rien du tout. On leur a ouvert nos marchés, c'est déjà excellent pour eux, mais on leur prend rien du tout. En fait, l'argent qu'on est censé leur donner, il n'est pas encore donné. Donc si on le garde pour nous, c'est pas de l'argent qu'on leur reprend. Mais bon, évidemment, on est chez France Télévisions, alors Ukraine, c'est triste. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Juste ici, on a quoi blablabla. Donc ça, c'est pour le milieu des entreprises. On va écouter ça. Dernière question, si vous le voulez bien, Jordan Bardella. Vous allez déjeuner avec les dirigeants du MEDEF la semaine prochaine. On l'a appris. On a aussi appris que Marine Le Pen avait dîné avec plusieurs patrons du CAC 40, avec Bernard Arnault, Patrick Pouyanné. Vous dites au RN que vous êtes du côté du peuple. Vous dites que vous êtes en guerre totale au RN contre le système. Non, je ne dis pas que nous sommes en guerre totale contre le Jean-Philippe système. Tanguy le dit exactement. Nous sommes en guerre totale contre le RN. Ce sont ses mots. Et vous déjeunez avec les plus éminents représentants de... Mais Jean-Philippe Tanguy, lui, il va falloir qu'il arrête aussi. Va falloir qu'il arrête, hein, ça suffit. C'est bon, hein, les petites critiques, les petites piques qu'il met à chaque fois sur Bardella, alors que c'est quand même son président de parti, etc. Bon, il est un peu demeuré, Jean-Philippe Tanguy, mais va falloir qu'il arrête. Hein. L'élite capitaliste. Où est la cohérence ? C'est une lecture extrêmement marxiste que vous avez des rapports économiques. Le positionnement. Je pense que les entreprises françaises, on est dans un pays qui a les plus grandes, les plus belles entreprises au monde, 5 millions d'entreprises françaises, sont la clé sur laquelle nous devons bâtir demain et après-demain la prospérité de la France. Nous sommes un parti politique qui a le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui est donné aujourd'hui en capacité de remporter la prochaine élection présidentielle. Et il est naturel, évident, que nous dialoguions, avec les milieux économiques, avec les petites entreprises, avec les entreprises de taille intermédiaire qui bien souvent sont des structures familiales qui ont de plus en plus de difficultés dans la transmission de leur entreprise, mais aussi avec des grands groupes qui créent des milliers d'emplois, qui font la fierté de la France, la fierté du génie français en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et moi, je suis très fier de grands groupes comme, on pourrait citer évidemment Dassault, on pourrait citer Airbus, on pourrait citer LVMH, qui sont aussi les clés demain et après-demain de la souveraineté et de la prospérité de la France. Et donc, moi, je n'oppose pas les salariés aux entreprises. Dernière. Intéressant. Et enfin, on va écouter ce qu'il a à nous dire sur Maria Carolina. Eh oui, le sujet croustillant de cette entrevue, sa relation avec Maria Carolina, les amis. On va écouter ce qu'il a à nous dire, notre petit Jordi. La toute dernière question. On vous a vu en couverture de Paris Match cette semaine, en photo avec une jeune femme présentée comme votre compagne. Avez-vous donné votre accord à ces photos ou ce sont des photos volées ? Allez-vous porter plainte contre Paris Match ? Il sourit, il est content.
Quand on fait de la politique au niveau où je la fais, c'est très difficile de conserver une vie privée. Vous savez que j'ai toujours été très attaché à ma vie privée. Il se trouve que depuis plusieurs mois, nous étions traqués par des paparazzis qui campaient au pied du domicile, qui nous suivaient lors de nos déplacements et lors de cette visite en Corse jusqu'au pied de notre hôtel. Et donc nous avons pris la décision tous les deux de ne plus nous cacher, d'assumer ce qui relève pour nous aujourd'hui dans notre vie intime de l'évidence. Donc vous saviez que les photographes étaient là et vous oui, je étiez le savais qu'ils étaient d'accord bien pour sûr, cette séance de photos. Nous l'avons assumé bien sûr. Je savais qu'ils nous ont suivis pendant de très nombreuses semaines. C'était votre manière d'officialiser les choses, comme l'ont fait avant vous Nicolas Sarkozy ou Carla Bruni, par exemple. Au fond, au Rassemblement national, aujourd'hui, vous faites comme les autres? Non mais madame, moi je fais de la politique pour la France, je fais de la politique pour les Français. Et je demande à être jugé sur les idées que je porte, sur les idées que je défends. Et malheureusement, au niveau où je suis aujourd'hui, il m'est difficile de me protéger dans la mesure de ce que j'aimerais le faire ma vie privée. En tout cas, je peux vous dire une chose ce soir, c'est que je suis très heureux. Ah là 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 là, le petit coquinou. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans cette vidéo. On a fait le tour, c'était un peu long, désolé, mais je pense que ça méritait quand même une vidéo dédiée. Je pouvais pas vous le faire dans un best-of, dans une compile. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao.